Alors bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans un univers fascinant, celui des bassins versants. On va voir comment, grâce à la puissance des systèmes d'information géographique, les fameux SIG, on peut littéralement suivre à la trace le voyage de chaque goutte d'eau. C'est parti pour une exploration de la topographie, mais en version numérique. C'est une super question, non? Si une goutte de pluie tombe juste là, où va-t-elle finir sa course? Eh bien, c'est précisément le genre de mystère que les outils numériques qu'on va explorer ensemble permettent de résoudre. C'est un peu comme jouer au détective avec la géographie. Ok, voilà le programme du jour. On va d'abord parler du défi que ça représente. Ensuite, on verra quels outils on peut utiliser. Après, étape cruciale, la préparation des données. Puis, on se lancera dans le vif du sujet, le processus d'analyse hydrologique. Et pour finir, on verra à quoi ça sert concrètement, comment on passe des données à de vraies décisions. Allez, c'est parti pour la première étape. Pour comprendre comment l'eau s'écoule, il faut d'abord une carte. Mais pas n'importe laquelle. Une représentation numérique de notre terrain. Alors, le point de départ de tout ça, c'est ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, ou MNT. En gros, c'est une carte en 3D super détaillée de la surface de la Terre. Imaginez qu'on a retiré tous les bâtiments, tous les arbres, il ne reste que le sol nu. Ces données viennent souvent du LIDAR, une technologie laser qui scanne le sol avec une précision incroyable. Et ce paysage numérique, eh bien c'est la base, la fondation sur laquelle on va absolument tout construire. Mais voilà, ce serait trop simple si c'était parfait, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ce paysage numérique, il a des imperfections, des petites erreurs dans les données brutes qui, si on n'y fait pas attention, peuvent complètement fausser toute notre simulation de l'écoulement de l'eau. Et le principal coupable, ce sont ces fameuses cuvettes aux dépressions. Pour faire simple, ce sont des anomalies dans les données, comme des petits creux, des mini-flaques d'eau virtuelles où l'eau se retrouverait coincée. Elle ne pourrait plus couler. Donc, avant toute chose, la première mission, c'est de reboucher numériquement ces trous pour que l'eau puisse s'écouler librement et de façon réaliste. Bon, maintenant qu'on a identifié le problème, la question c'est comment on le règle? Eh bien, il nous faut les bons outils. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions vraiment puissantes et souvent accessibles à tous. Alors, dans le monde des CJ, il y a un peu deux philosophies. D'un côté, les logiciels propriétaires, comme le très connu ArcGIS, c'est un standard de l'industrie, c'est hyper puissant, mais ça coûte cher. Et de l'autre côté, on a le monde de l'open source. L'exemple parfait, c'est QGIS. Non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi une bête de course, super performant, et tout ça grâce à une communauté mondiale de passionnés qui l'améliore constamment. Et justement, si on utilise QGIS, on a accès à des power-ups incroyables. Pour notre analyse hydrologique, il y a deux champions, SagaGIS et Whitebox Tools. Pensez à eux comme des extensions, des plugins qui viennent surcharger QGIS avec des capacités d'analyse de terrain ultra pointues. Prenons l'exemple de Whitebox Tools. C'est vraiment l'illustration parfaite de la force de l'open source. Ce n'est pas juste un petit plugin, non, c'est un véritable moteur d'analyse, un monstre de calcul. Il a été développé dans le milieu universitaire, à l'université de Guelph, et il est vraiment pensé pour être le cerveau qui tourne en arrière-plan. Il s'intègre à des logiciels comme QGIS pour leur donner une puissance d'analyse de très très haut niveau. Ok, on a les outils, maintenant il faut préparer le terrain de jeu. Et quand je vous dis préparer, c'est une étape absolument fondamentale, on ne peut pas la sauter. Et là, petite astuce de pro qui peut sauver beaucoup de temps. Quand on utilise des outils comme SagaGIS dans QGIS, il peut y avoir des petits soucis de compatibilité entre les formats de fichiers. Pour éviter ça, le mieux c'est d'utiliser des couches temporaires. Ça veut simplement dire que les calculs intermédiaires ne sont pas sauvegardés en dur sur le disque. Résultat, le processus est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. C'est un vrai gain de temps. Donc, avant même de parler d'écoulement, il y a un peu de ménage à faire. 3 étapes clés. D'abord, la mosaïque. Si on a plusieurs morceaux de carte, on les assemble pour n'en faire qu'un seul grand, sans jointure visible. Ensuite, la reprojection. Là, on s'assure que toutes nos données parlent le même langage géographique, qu'elles utilisent le même système de coordonnées. C'est crucial. Et enfin, le découpage. On ne garde que la zone d'étude qui nous intéresse pour ne pas travailler sur des données inutiles. Voilà, les données sont propres, les outils sont affûtés, on peut enfin attaquer le cœur du réacteur, le flux de travail hydrologique. C'est là que la magie opère. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un processus en 4 grandes étapes, une sorte de recette. 1. On remplit les cuvettes, on lisse le terrain. 2. On détermine la direction de l'écoulement, c'est-à-dire le chemin que l'eau va prendre. 3. On calcule l'accumulation, pour savoir où l'eau va se concentrer. Et 4. La finalité, on délimite les cours d'eau et leurs bassins versants. Donc, on reprend à l'étape 1, remplir les cuvettes. On en a déjà parlé, c'est vraiment le point de départ indispensable. Et pour faire ça bien et vite, il y a un algorithme qui est très populaire, celui de Wang-Liu. Son gros avantage, c'est qu'il est super rapide et efficace, même avec les fichiers de données massifs qu'on manipule aujourd'hui. Étape 2 et 3, la direction et l'accumulation. Là, le logiciel va travailler pixel par pixel. Pour chaque petit carré de notre carte, il se pose la question, si une goutte tombe ici, elle va couler dans quelle direction? C'est la direction de l'écoulement.
Ensuite, il fait le calcul inverse. Pour chaque pixel, il compte combien d'autres pixels situés en amont vont s'écouler vers lui. L'analogie du robinet est parfaite. C'est comme si on comptait le nombre de robinets qui se déversent à un point précis du paysage. Et on arrive à l'étape 4, le grand final. Comment on passe de cette carte d'accumulation à une vraie carte des rivières? C'est assez simple en fait. On fixe un seuil. On dit au logiciel « Ok, à partir de maintenant, si un pixel reçoit l'eau de, par exemple, plus de 10 000 autres pixels en amont, alors on considère que c'est le début d'un cours d'eau. Et une fois qu'on a tracé numériquement ces rivières, eh bien définir la zone qui les alimente, c'est-à-dire le bassin versant, ça devient presque un jeu d'enfant pour le logiciel. » Cette citation résume tout, en fait. La force de ces algorithmes, c'est qu'ils ne se contentent pas de boucher bêtement les trous. Non, ils sont bien plus malins que ça. Ils remodèlent le paysage numérique de manière très subtile pour s'assurer qu'il y a toujours une pente descendante. Ça garantit que l'eau peut s'écouler de façon continue et réaliste. C'est cette intelligence qui fait toute la différence pour la précision de la simulation. Bon, toute cette technique, c'est super intéressant, mais la vraie question, c'est à quoi ça sert concrètement? Quelles sont les applications dans le monde réel? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour illustrer ça, on va prendre un cas d'étude bien réel, qui a été présenté à une conférence sur les logiciels libres en géomatique, Phos4G. L'objectif était super concret. Utiliser ce type d'analyse pour aider à trouver des terrains où on pourrait construire de nouvelles maisons. Et la première leçon de cette étude est juste spectaculaire. Elle montre à quel point la qualité des données de départ est capitale. Au départ, il travaillait avec des données de 2 mètres de résolution. En passant à une résolution d'1 mètre, la précision a explosé. C'était le jour et la nuit. D'un coup, l'analyse révélait des détails fins, comme le fait que l'eau passait sous les routes via les ponceaux, des choses totalement invisibles avec les anciennes données. Alors, comment ils ont fait? Ils ont combiné plusieurs couches d'informations, les limites des parcelles, les zones à risque connues, etc. Mais l'élément crucial qui venait de l'analyse hydrologique, c'était la carte des dépressions. Ils ont fixé une règle très simple. Si une dépression sur un terrain avait une profondeur de plus de 30 cm, soit 300 mm, alors ce terrain était considéré comme potentiellement à risque pour les fondations d'une future maison. Et ça, c'est juste un exemple. Cette capacité à cartographier le parcours de l'eau, ça ouvre des portes incroyables. On pense à la gestion des risques d'inondation, bien sûr, mais aussi à l'agriculture de précision, à la protection des écosystèmes. Les possibilités sont immenses. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, maintenant qu'on peut résoudre ce puzzle de l'écoulement de l'eau, quel sera le prochain grand défi paysager qu'on pourra relever grâce à ces technologies ?